Une association est une personne morale instituée par au moins deux personnes appelées sociétaires au moyen d'un contrat, les statuts, dont l'objet consiste à promouvoir des valeurs liées à l'écologie, le développement durable, le sport, de défendre certaines catégories de personnes, les consommateurs, les malades et leurs familles, des minorités par exemple, ou enfin promouvoir la pratique d'activités culturelles, sportives ou artistiques. On peut les classer en trois catégories, celles qui sont fermées, dans la mesure où elles ne rendent service qu'à leurs membres, tous adhérents à l'occasion d'activités sportives, éducatives, culturelles, sociales. Celles qui sont d'intérêt général, dès lors que leur activité est non lucrative, que leur gestion est désintéressée et qu'elles ne sont pas mises en œuvre au profit d'un cercle restreint de personnes. Et enfin, celles qui sont reconnues d'utilité publique, car elles exercent une influence et un rayonnement dépassant le cadre local, avec un nombre conséquent d'adhérents et une solidité financière tangible. Cette reconnaissance d'utilité publique est accordée par décret en Conseil d'État. Le patrimoine, les ressources de l'association sont constituées généralement des cotisations des adhérents, même si celles-ci ne sont pas obligatoires ou peuvent être purement symboliques, de subventions données par les collectivités territoriales ou l'État, le financement participatif dans la limite de 1 million d'euros par projet, ou de ressources propres issues de recettes d'exploitation, de placements réalisés, de dons ou de legs reçus. Les statuts de l'association mettront par ailleurs en place et définiront les missions d'un organe de gestion, dont les membres seront élus par l'Assemblée générale des sociétaires. Il peut s'agir sur le modèle des SA d'un conseil d'administration ou d'un directoire, ayant à sa tête un président, ce sera même la forme obligatoire pour les associations soumises à des statuts types comme les fondations par exemple. Mais l'immense majorité des associations se dotent d'un bureau composé de 3 personnes au moins, président, secrétaire et trésorier. Les pouvoirs de ces dirigeants reposent sur le principe du mandat, leurs compétences, leurs pouvoirs, tant pour les actes de gestion internes qu'externes à l'association, sont définis par les statuts. Mais c'est la personne désignée comme représentante légale de l'association, en général son président, mais ce n'est pas une obligation, qui pourra engager l'association vis-à-vis des tiers. Par ailleurs, chaque association doit ouvrir un compte bancaire à son nom, être identifié par un numéro attribué après inscription au registre national des associations. Celui-ci est attribué automatiquement lors de la déclaration en préfecture, qui s'accompagne désormais de l'obligation de déclarer toute modification des statuts ou des dirigeants. Le numéro figure alors sur le récépissé délivré par la préfecture. Enfin, il est possible qu'une association doive demander son inscription au système d'identification du répertoire des établissements, notamment si elle emploie des salariés ou qu'elle a une activité économique, ou encore qu'elle est soumise à des déclarations fiscales. Ce numéro s'obtient auprès de l'URSSAF, du Centre des impôts ou directement à l'INSEE, qui attribuera également le code APE décrivant l'activité principale de l'association en fonction de la nomenclature de l'activité des entreprises. Enfin, rappelons que normalement une association n'a pas vocation à être une entreprise ayant des activités économiques. Cette forme de structure est adaptée aux personnes désintéressées, dont les dirigeants sont tous bénévoles et dont les membres ne sont pas guidés par la recherche de profit. Néanmoins, dans leur domaine d'intervention, les associations peuvent avoir une véritable activité économique. Les menus frais engagés par l'activité, comme les locations de salles, les petits équipements, les matières premières, sont généralement pris en charge par l'association et refacturés aux pratiquants par le biais de la cotisation d'adhésion ou d'un paiement par prestation.
Le matériel ou les accessoires nécessaires sont achetés en gros et revendus à des tarifs préférentiels. La fourniture de biens ou de services fournis le sont parfois à des prix symboliques. Les statuts devront à ce titre indiquer ce type d'activité dans leur objet social ou dans les ressources dont peut disposer l'association. Mais il faudra en ce cas respecter la réglementation applicable à ces activités. Par exemple, en cas de loterie ou de tombola, obtenir une autorisation administrative, en général du maire, et l'usage des fonds recueillis seront exclusivement destinés à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, à l'exclusion de toute autre utilisation. En cas de loto organisé dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou encore d'animation sociale, les mises devront être inférieures à 20 euros. Dans le cas d'une buvette temporaire qui pourra être organisée 5 fois par an sur autorisation du maire, pour obtenir les licences restreintes n'autorisant que les boissons sans alcool, les vins, les cidres et les bières. Quant aux brocantes, vide-greniers, vide-dressing, etc., elles ne seront possibles qu'à condition de tenir un registre des vendeurs professionnels ou particuliers et d'obtenir une autorisation du maire, car il s'agit d'une vente au déballage, même organisée dans un lieu privé. Ainsi, l'activité économique, qui doit rester désintéressée, n'exclut cependant pas la réalisation d'un bénéfice, mais s'analyse comme l'interdiction absolue de répartir directement ou indirectement les excédents financiers dégagés par l'activité entre les membres de l'association et a fortiori au profit de ses dirigeants. Ainsi, si vous souhaitez offrir un repas à vos bénévoles, il convient de rester raisonnable quant à son coût. À titre de comparaison, un ticket restaurant pour les bénévoles ne peut dépasser, au jour où cette vidéo est réalisée, la somme de 6,70 €. Et les fonds qui vont financer cette opération ne doivent pas provenir de subventions, surtout publiques, car on pourrait alors y voir un détournement de leur objet. À moins, bien sûr, que l'organisation de repas en direction de vos adhérents fasse partie intégrante des statuts et ait été présentée comme telle dans la demande de subvention. L'activité économique est censée apporter des produits ou services qui ne sont pas assurés par les entreprises du secteur marchand, et si elles entrent en concurrence avec ces dernières, les activités de vente seraient étroitement liées à l'exercice de leur activité, devraient être rendues à un prix inférieur à celui du marché, car elles s'adressent à un public économiquement tenu éloigné des produits ou services proposés, venant ainsi pallier le déficit de l'offre des entreprises classiques. À toutes ces conditions liées à leur activité économique, les associations disposeront d'une franchise fiscale, les dispensant de payer par exemple l'impôt sur les sociétés ou de récupérer la TVA. Essentiellement pour les recettes liées à l'exercice de leur mission et rendues à un prix modique à leurs membres, même si cette franchise est par ailleurs plafonnée. Pour 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien par an, à condition de tenir un relevé détaillé des dépenses et des recettes de ces manifestations exceptionnelles, ou d'une manière générale si le montant des recettes ne représente qu'une faible part de leur activité d'ensemble de l'association et resté en tout état de cause inférieur à 70 000 €, somme qui est réévaluée tous les ans. Dans le cas contraire, si les associations ont une activité économique soutenue, elles n'échapperont pas au paiement des impôts, sous réserve des abattements octroyés aux très petites entreprises, et pourraient même être requalifiées en société au besoin par les juges. Malgré tout, en ayant une activité économique, même résiduelle ou accessoire, l'association devra se soumettre à une comptabilité, souvent simplifiée sur le modèle recettes-dépenses, mais parfois même rigoureuse, établissant des comptes annuels, appliquant le plan comptable destiné aux associations. Dans certaines hypothèses, lorsqu'elle reçoit par exemple des subventions ou des dons conséquents,
si elle a des activités commerciales régulières, voire très importantes, car elle devra dès lors nommer un commissaire aux comptes. Il en sera de même pour pouvoir mettre en place des mécénats, uniquement pour les associations d'intérêt général ou reconnues d'utilité publique, ou de parrainage par des entreprises privées. Pour terminer, remarquons que la tenue d'une comptabilité emporte celle d'établir des factures, toujours obligatoires, envers un professionnel, mais uniquement dans certains cas envers les particuliers pour qui seule la preuve de la transaction peut suffire, comme un ticket de caisse, un bon de commande, un devis ou un contrat écrit. La facture est très réglementée avec des mentions précises et obligatoires, comme la référence complète de celui qui dresse la facture avec son numéro SIRET, le détail des prestations fournies avec leur prix hors taxe et toutes taxes comprises, les modalités de paiement, etc., ainsi que la mention spécifique sur les pénalités forfaitaires dues en cas de retard de paiement. Et l'association qui ne respecterait pas ces obligations s'expose à des amendes fiscales de 50% en cas d'absence de facture ou de facture de complaisance ou de fausse facture, et de 15 € par mention manquante ou inexacte pour chaque facture, mais plafonnée au quart de son montant, ainsi que des amendes correctionnelles de 75 000 € pour une personne physique, 375 000 pour une personne morale, cette amende pouvant être doublée en cas de défaut de facturation, facture de complaisance et facture fictive.